Est-ce que vous pourriez nous donner une définition du stress post-traumatique? Bien, c'est une réponse physiologique et psychologique qui survient après un événement traumatique qui met en cause la vie ou l'intégrité physique d'une personne. Ça peut être aussi le fait d'une personne qui observe une autre personne qui elle-même subit soit la mort, soit une atteinte grave physique ou psychique. Et il y a une cascade de réponses anxieuses qui vont s'installer et de mécanismes d'évitement et surtout de retour du traumatisme sous la forme de flashback, de pensées intrusives et d'images intrusives que le patient ne peut pas éviter. On considère qu'il y a un stress post-traumatique après une évolution d'un mois. À ce moment-là, on parle de stress aigu, ou de 3 mois. À ce moment-là, on parle de stress chronique, mais le stress peut être aussi différé, survenir après un délai de 6 mois d'incubation, où apparemment rien ne s'est passé après un traumatisme. Donc le point essentiel, c'est qu'il y a un danger de mort chez quelqu'un ou chez soi-même, et qui laisse des traces par la suite. Un danger de mort ou d'atteinte physique, c'est un peu ce qu'on peut voir dans les abus infantiles ou dans le viol, ou une atteinte physique ou même psychique grave, une torture, vraiment. La torture aussi peut être pourvoyeuse de stress post-traumatique, ou la guerre, d'autres occurrences comme les accidents de voiture, qui sont quand même aussi à côté des braquages, parmi les choses qui donnent le plus fréquemment des stress post-traumatiques. Et la fréquence, alors, ce type de truc? Alors la fréquence, on est assez étonné en regardant les statistiques, puisque ça va du plus bas, qui est en France 0,7%, avec égalité des hommes et des femmes, à des statistiques qui donnent 1% aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, 5% plus récemment, et jusqu'à 10 à 15% dans des villes, grandes villes américaines, avec peut-être une grande violence urbaine. Donc en réalité, ça dépend un peu de l'endroit où on fait les statistiques et de la façon de les conduire, mais on peut dire en gros que l'oscillation serait entre 1% et 15% de la population générale, suivant les lieux, les endroits, les pays. C'est très dépendant du contexte finalement dans lequel on vit. Exactement. Et il y a aussi peut-être aussi un problème de définition et de mesure du stress post-traumatique qui est à envisager là-dedans. Et en France, est-ce qu'on a une explication sur le fait qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Oui, dans tous les pays, on trouve 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Il n'y a pas d'explication. C'est les statistiques officielles de l'adresse qui ont abouti à cette conclusion. Donc voilà, on en est sur ce plan épidémiologique. Particularité française. Voilà. Et au niveau du traitement, alors, les thérapies qui ont fait leurs preuves? Alors les thérapies qui ont fait leurs preuves, il y a la thérapie cognitive et comportementale, qui a toujours une forte composante à la fois de réexposition. On va chercher le traumatisme, on va chercher les parties oubliées du traumatisme, les différents canaux de la mémoire, pour revivre l'impact émotionnel de façon prolongée. C'est une exposition prolongée, répétée, sur une douzaine de séances. Et également la thérapie cognitive qui cherche à modifier les schémas cognitifs que peuvent avoir les gens vis-à-vis de leur interprétation de l'événement. On les aide à avoir une interprétation plus positive de l'événement, qui sont les survivants, et de peut-être prendre congé avec le traumatisme, qui est quelque chose qui fait intrusion tout le temps dans leur vie, sous la forme de flashback, qui tentent d'intégrer ça dans leur personnalité, mais l'exposition permet de l'intégrer d'une façon beaucoup plus définitive. Alors ça, ce sont les thérapies cognitives et comportementales. Il y a une variante qui est EMDR, qui est la désensibilisation et le retraitement de l'information par les mouvements oculaires, qui n'est pas en véritable discontinuité avec la thérapie cognitive et comportementale, puisqu'il y a une composante d'exposition émotionnelle aussi, mais les mouvements oculaires ne sont pas forcément nécessaires à son efficacité, comme l'ont montré plusieurs études. Dans ce cas-là, on est ramené simplement à une réexposition. Donc on est toujours dans le même paradigme où il faut réintégrer le traumatisme dans la personnalité, habituer les gens aux émotions et peut-être à ce moment-là les aider à réinterpréter l'événement pour s'en dégager. C'est le grand principe directeur, mais les techniques sont plus subtiles que ce que je viens de décrire. Donc le point essentiel, c'est l'exposition suivie de la réinterprétation et de la façon de faire avec. Ou la façon de se séparer du traumatisme. Se séparer du traumatisme d'une certaine manière qui devient un événement, mais qui perd son impact. Et je vous remercie beaucoup, M. Coteau. De rien.